Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui en ce 22 février pour un exercice de youtubeur que j'ai finalement jamais fait au final et qui est un des plus intéressants pour vous, c'est une tier list de la méta. Alors pourquoi j'en ai jamais fait? Tout simplement parce que j'estimais ne pas forcément avoir de choses à dire intéressantes à partir du moment où je ne jouais pas réellement. Là aujourd'hui, je suis encore allé en local hier soir, je joue un peu parce que des grosses échéances arrivent et donc pour être capable de commenter au mieux, du coup je m'intéresse au jeu et j'essaye de tout simplement me renseigner au maximum sur la méta. Et donc, je me suis dit que ça serait une bonne nouvelle de vous partager un peu mon ressenti sur cette méta. À vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Si dans les commentaires vous voyez quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vous, n'oubliez pas de faire ça dans le respect et dans la bienveillance, bien que je sais que Yugi, on est dans la bienveillance. Je vous rappelle évidemment que si vous n'êtes pas abonné, ça vaut le coup de s'abonner. Vous cliquez juste sur le bouton, ça coûte absolument rien, ça soutient énormément. On est à quoi, 3670? Si on atteint les 4000 avant, avant la fin du mois, ce serait vraiment cool. Il nous reste quoi, 6 jours, 6 jours de vidéos tous les jours. Après, peut-être que ça continuera en mars, on verra. Peut-être qu'il y aura une surprise, mais pour le moment, on est là-dessus. On est parti, mesdames et messieurs, avec la tier list. Donc j'ai fait 5 catégories. La première, c'est excellent pour prétendre gagner un tournoi, parce que selon moi, c'est la meilleure catégorie. La deuxième, compétitif peut faire top. Il y a souvent des decks qu'on ne s'attend pas forcément, qui sont tout le temps soit x1, soit x2 en top, voire même dans tous les tops. Et donc à partir de là, euh, c'est une deuxième catégorie. La troisième, c'est des decks qu'on va rencontrer en tournoi, qui sont des outsiders qui ne sont pas censés gagner, mais si vous les connaissez pas, ça va être compliqué de les battre, donc c'est important à connaître. La quatrième, c'est entre guillemets ce que j'appellerais les gens qui font un choix du cœur, qui ont investi dans un deck, mais qui actuellement est un choix qui n'est pas forcément conseillé. Et la dernière, c'est choix impossible. Selon moi, c'est un choix qui vous permettra pas de gagner un tournoi. Donc vous le voyez, il y a énormément de decks. Et donc on va se servir de ça. Alors je crois que c'est un lien qui a été fait par Diegub, si je me trompe pas. Donc merci à lui. Et on est parti et on commence avec Labyrinthe. Alors Labyrinthe, c'est un deck qui... c'est le deck piège de la méta. C'est le deck piège qui va profiter à fond de la méconnaissance de son adversaire. Notamment grâce à toutes ces cartes qui font des effets lorsqu'un piège est activé ou lorsqu'un piège se résout. Labyrinthe est un deck qui aujourd'hui est présent de temps en temps dans les tops. Il a bénéficié de transactions rollback. Maintenant, pas le meilleur choix de la méta, mais ça reste un choix qui selon moi est très très bien, notamment depuis la sortie d'Arias en Agov. Et donc je vais le mettre là parce que je pense que Labyrinthe est un deck qui existe aujourd'hui dans la méta et qui peut tout simplement faire de bons résultats. C'est pas partie des meilleurs choix malheureusement pour moi, donc je ne les mettrai pas plus haut. Mais ça reste quand même une carte, un deck qui oblige des fois les joueurs à avoir des options en side tellement il est intéressant. Plunder. Flunder, c'est un deck qui est extrêmement populaire, notamment parce que c'est une option budget. C'est un deck qui bénéficie de Shifter. Donc à partir du moment où c'est un deck qui bénéficie de Shifter, c'est un deck qui existe actuellement dans la méta. Personnellement, je pense que Flunder est soit là, soit tout en bas de là, parce que il a Shifter. De manière générale, en fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est un choix que les joueurs font par rapport au budget ou si c'est un choix juste parce qu'ils aiment bien le deck. J'ai tendance à penser qu'avec les impermes et potentiellement les veilers qui reviennent, c'est un tout petit peu moins intéressant. Mais ça reste un deck qui peut tout simplement vous surprendre et qui peut vraiment de temps en temps faire un top. Mais il peut pas. Enfin, je pense qu'il sera moins présent en termes de top que la plupart des decks qui seront là. Donc je vais le mettre sûrement tout en haut d'ici. Parce que je suis pas convaincu que ce soit au même niveau que les decks que je vais mettre là. Tierlement. Bon, Tierlement, on connaît. Deck qui se fait énormément découper à chacune des vis de limitation, même quand il n'est pas forcément joué. Je sais pas trop quoi en penser aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que c'est un choix qui est compliqué par rapport au power creep qu'on a eu dans FNI. Et donc du coup, les deux decks tier là, je vais les mettre dans choix compliqué parce que je pense que quand vous perdez le dé, c'est vraiment un deck qui est compliqué, qui galère à assumer un peu ce que va faire l'adversaire. Maintenant, je sais que c'est un deck qui est extrêmement apprécié de la part des joueurs, mais j'ai tendance à penser que ça va plutôt ici actuellement parce que vraiment le fait d'avoir un seul name, le fait d'avoir pas grand chose finalement par rapport à ce que va proposer par exemple Feu, ça me paraît un peu compliqué. Ensuite, Purely. Purely, on l'a vu, on le voit très souvent en top, on voit que c'est un deck
qui est une option face à la méta. Est-ce que c'est un deck qui a le même power level que les meilleurs decks de la méta? Je ne pense pas. Cependant, c'est un deck qui a toujours historiquement nécessité des places en side pour contrer sa tower. Aujourd'hui, il n'y a plus la place en side pour considérer Purely. Et c'est là que Purely peut se glisser une petite place intéressante dans la méta. Je vais le mettre ici, Purely. Je vais même le mettre devant la brinde, je pense. Parce que je pense que Purely est une très très bonne option. Si vous n'avez pas forcément de quoi vous prendre les meilleurs decks et que vous aimez bien les decks contrôle, pour aller vous glisser dans un top. Maintenant, ce ne sera pas le deck le plus populaire. C'est un deck qui nécessite énormément de travail, énormément de rigueur, parce que l'erreur vous punit cash. Et il y a pas mal de joueurs qui aiment bien ça, justement. Le fait de devoir s'auto-flageller quand ils font une erreur et perdre la partie. Donc je vais mettre Purely ici. Je pense que Purely mérite sa place ici. Maintenant, c'est pas le choix que je ferais personnellement pour un tournoi, mais j'adore le deck. Comme je vous avais dit, hein, c'est mon ressenti personnel, évidemment. On pourra échanger dans les commentaires. Kashtira, il a une force que Flunder a, il a une force que Purely peut peut-être avoir, bien que moi je suis pas fan dans Purely. C'est Shifter. Kashtira est un deck qui aujourd'hui, malgré la perte de Rise Art, est extrêmement bon dans la méta et un choix par défaut de pas mal de joueurs qui veulent pas forcément jouer feu. C'est un deck que vous allez rencontrer en tournoi, c'est un deck que vous allez rencontrer aussi en top. Je trouve que c'est un deck qui mérite largement sa place ici. Parce que c'est vraiment un deck qui a des armes aujourd'hui et est capable tout simplement, grâce au fait que la plupart de ses cartes sont des one card combo ou presque, de jouer énormément de hand trap, de jouer énormément de TTT ou autres, ou de cartes, bah, ce qu'on appelle des free spots hein, finalement, pour s'adapter à la méta. Et du coup je trouve que Kashtira est plutôt bon dans cette méta. Et donc je vais le mettre là, je pense qu'il peut largement prétendre à une place en top dans un tournoi. Ensuite, Fire King Snake Eyes. Alors Fire King Snake Eyes, il a beaucoup d'arguments. Est-ce que c'est le meilleur deck de la méta? Ça, je ne sais pas. Mais Fire King Snake Eyes, il a la force, comparé à ses adversaires ici, d'avoir énormément d'extenders et de se comporter vraiment extrêmement bien dans un environnement qui est sauvage, dans le sens où il va y avoir beaucoup de decks, parce qu'il a beaucoup d'extenders, parce qu'il a beaucoup plus de choses à proposer. Maintenant, le problème Fire King Snake Eyes, c'est que du coup, vous avez moins de free spots dans votre deck, parce que vous devez jouer les Fire King. Et donc, le deck n'est pas forcément facile à construire. C'est un deck qu'on va voir dans les prochains mois. C'est un deck qui est très attendu par les joueurs, que ce soit si vous le jouez ou si vous ne le jouez pas. Et clairement, c'est une des 3 options, selon moi, qui est très bonne pour potentiellement prétendre à gagner un tournoi. Et donc, Fire King va ici. Volcanic. Volcanic, je vais le mettre là. Malgré le fait que ce soit un deck feu, j'ai quand même l'impression que c'est un deck qui certes a l'attribut qu'il faut, mais n'a pas forcément les meilleures armes pour prétendre gagner un tournoi aujourd'hui. On a vu Arman Hanson au dernier GrXS qui avait une version 60 cartes, mais ça n'a pas fait grand chose malheureusement. Orcust, Orcust Taurus, j'ai l'impression quand même que la présence de toutes ces hand-traps et tout, c'est pas forcément cool. Il aime pas trop la présence de Nibiru notamment. Je vais le mettre là parce qu'il a plus d'arguments que les decks que je vais mettre là, je pense. Mais j'ai quand même tendance à penser que c'est pas forcément le meilleur choix aujourd'hui. Vanquish Soul, pareil, je vais le mettre là. Vanquish Soul est un deck qui, selon moi, profite énormément de la présence de Maxé. Du par le fait qu'il ne fait pas énormément de combos, qu'il ne fait pas énormément de summon et qu'il peut tout simplement contenir ses ressources en main, même si votre adversaire connaît votre main. Évidemment, pendant le tour adverse, il a ce Burger qui va permettre de piocher, il a ce César Values qui va aller sur une carte, mais ça reste une carte, ça reste un deck qui, selon moi, est très limité actuellement dans ce qu'il propose. Malgré tout, ça reste un archétype qui est très intéressant et donc faut faire attention. Ensuite, Centurion. Centurion, je vais le mettre là. Pourquoi je mets Centurion ici? Parce que je pense qu'il est quasi complet, même si des ressources arrivent, je crois, dans 2 extensions. C'est un deck qui, en une carte, peut faire des trucs qui sont très intéressants. C'est un deck qui a un Go First qui peut être très menaçant. Je pense qu'il perd de sa superbe depuis la sortie de Fni. Parce que typiquement, avant Fni, je pense que je l'aurais mis là. Maintenant, Centurion, ça dépend des environnements dans lesquels vous êtes. Vous n'allez pas forcément rencontrer beaucoup, mais vous pouvez en rencontrer dans un tournoi. Et si vous ne connaissez pas, bah, potentiellement, bah, ça peut vous casser la gueule. Donc c'est très important de savoir, entre guillemets, ce qu'il faut interrompre. Alors évidemment, vous allez me dire, ça c'est dans tout. Mais Centurion, selon moi, est un deck qui n'est pas amené à normalement être très présent en top, voire pas du tout. Mais attention, ça peut vous casser la gueule.
Voiceless Voice. Voiceless Voice qui est le deuxième archétype de FNI. Voiceless Voice, je vais le mettre là. Pourquoi je le mets là? Parce que je pense que Voiceless Voice est un deck qui monte en puissance, est un deck qui passe de 0 dans les tops à 1, 2, et il est présent dans de multiples tops de plus en plus. Et donc à partir de là, je pense que ce deck a beaucoup de choses à proposer. Il bénéficie énormément de l'absence des Beasted de temps en temps dans les side decks. Alors il y a des joueurs qui les jouent encore, évidemment je les joue encore. Mais le deck propose des choses qui sont très intéressantes et il profite énormément de la méconnaissance des joueurs aussi. Que les joueurs déjà ils ont dû apprendre feu ou à jouer contre feu. Donc forcément Voiceless Voice c'est pas forcément le deck que les gens ont le plus appris. Donc je pense que c'est un deck qui peut largement se retrouver en top. Maintenant, je pense pas qu'il soit au niveau des joueurs au-dessus, mais peut-être un jour, on verra. Manadium, je vais le mettre là. Manadium, deck qui n'a pas beaucoup profité de FNI, voire pas du tout, et qui souffre un peu de la présence de certains joueurs qui jouent Droll Mind Deck. Ça reste un deck qui en Go First peut jouer tout seul, fait plein de choses. Maintenant, moi j'avoue que je suis pas fan. Je trouve que c'est pas le Yu-Gi-Oh que j'aime bien. C'est pour ça que je le mets là. Peut-être que certains joueurs le mettraient là. Personnellement, je pense pas que ce soit une des meilleures options actuellement dans le jeu. Il y a vraiment un environnement qui est assez vénère entre les gens qui jouent potentiellement énormément de hand trap et les gens qui en jouent pas. Donc c'est un peu la de sa langue au chat finalement. Voilà, je suis pas fan de Manadium. Je considère que son Go First c'est toujours très intéressant, mais que il va être confronté à beaucoup plus de choses qu'il le contre. Il y a même des gens qui vont jouer des super pots et tout. Alors attention, hein, je dis pas que Super Po vous fait gagner contre, mais bon, à voir. Ensuite, Salah. Alors Salah, c'est un deck que je vais pas mentir, je connais pas spécialement, donc je vais le mettre là, mais sans vouloir le dénigrer, parce que du coup, l'idée c'est que c'est un deck que je ne vois pas en tournoi. À partir du moment où je ne le vois pas en tournoi, dans les tournois que j'ai fait ou que j'ai commenté, je vais mettre choix impossible. Je vous dis n'importe quoi, il y en a eu un en top récemment. Allez, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. En fait, je voulais le mettre là parce que pour moi, c'est le même argument de Volcanic. Ça joue le bon attribut, mais malheureusement, ça a un peu soit perdu de sa superbe, soit c'est pas au même niveau selon moi que les autres archétypes feu. Donc je pense que ouais, c'est un choix qui est compliqué. Ensuite, Unchained. Unchained, il a perdu 2 Shirvara, ça lui a fait très très mal. On en voit beaucoup moins dans les tournois. Cependant, ça reste un deck. Des gens ont potentiellement investi dans ce deck. Je vais le mettre là. Je pense que c'est pas du tout le go-to actuellement dans la méta. Mais certains joueurs se sont attachés au deck. Et pourquoi pas. Ensuite, Gotti. Alors, Gotti, du coup, c'est l'extension où théoriquement, ils ont commencé à récupérer du support. Cependant, j'en ai pas spécialement vu actuellement dans la méta performer. Pareil, je vais le mettre là. Je vais le mettre là parce que j'ai une légère méconnaissance du deck et peut-être qu'il a un power level assez haut pour prétendre être là. Mais pour le moment, j'en ai pas vu, donc je vais le mettre là. Si vous êtes un joueur de Gotti, évidemment, ne vous sentez pas offensé. C'est juste que j'ai certaines méconnaissances du deck, et étant donné que je le vois pas forcément en top table, je préfère le mettre là plutôt que de le mettre là. Évidemment, je suis ouvert à la critique. Red Raptor, il a bénéficié de sa nouvelle X6. C'est un deck qui est un peu populaire parmi les gens, notamment qui aiment bien l'archétype. Il y a énormément d'outsiders. Ça reste selon moi un choix qui est pas ouf, notamment j'ai l'impression que le deck prend quand même pas mal Nibiru. Donc je vais le mettre là. Mais potentiellement, ça peut être quelque chose qui va là, quoi. Ça peut être quelque chose qui va là. À voir. J'avoue que je suis pas forcément pas convaincu pour le moment, mais j'ai dû en affronter 2, donc je sais pas trop. Aromage Rika. Rika a reçu du support, mais a quand même perdu pas mal de cartes. Ce support, pour le moment, n'a pas forcément l'air de permettre tout simplement au deck de s'imposer. Et donc le mettre là, pareil. Mais à voir, parce qu'il y a eu du support plante. Exosister. Alors Exosister est un deck qui peut jouer Shifter également. Alors ce moment où c'est un deck qui peut jouer Shifter, c'est un deck qui peut arriver sur vos tables de tournoi. Je vais le mettre ici. Pourquoi je le mets ici? Parce que ça joue Shifter, donc ça peut exister, à l'image d'un Kashtira ou d'un Flunder. Et donc l'idée c'est que vous pouvez en taguer un dans vos tournois, et vous le savez, dans vos tournois, les rondes suisses, une défaite ça fait très très mal. Et donc si vous connaissez aucune carte de Exosister, vous allez peut-être perdre pas grâce ou dû à la puissance du deck, mais plus à votre méconnaissance. Donc je pense que c'est un archétype où il faut connaître au moins les bases pour tout simplement
s'en sortir. Ensuite, Branded d'Espia. Alors, Branded d'Espia, ça peut-être vous étonner, mais je vais le mettre là. Je pense que Branded d'Espia est le seul deck non-feu qui aujourd'hui est un deck vraiment très complet, un package qui peut largement se confronter aux archétypes feu. Le fait de pas forcément être, comment dire, contré directement par les ressources de l'adversaire, quelque chose qui lui permet de jouer. Il a pas mal d'options de side qui sont très intéressantes. Il a accès évidemment à sa Puppet Lock. Donc selon moi, Branded d'Espia, il est au-dessus des compétitifs peut faire top et c'est un deck à prendre en compte dans cette méta parce que c'est selon moi le deck qui sera le plus représenté à part les decks feu. Donc vous devez absolument le considérer. Et du coup, bah, il faut apprendre. Il faut apprendre. Parce que du coup, moi, j'ai essayé d'apprendre un peu d'Espia. J'ai parlé du coup avec quelques joueurs qui sont connus pour jouer d'Espia. Ils m'ont dit, mais ne t'inquiète pas, Vince. Personne ne comprend Branded. Tout le monde fait juste H sur Branded Fusion, ils sont heureux. Mais personne ne comprend rien à ce qui se passe. Bon, voilà. Tout ça pour dire que ça fait partie des decks qui, selon moi, sont très très intéressants. Infernoble. Bon, Infernoble, il a perdu Isolde. Ça reste un deck qui peut potentiellement extend, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins intéressant qu'avant. Je vais le mettre là. À voir évidemment avec les régionales qui arrivent en mars. Mikanko c'est pareil, je vais le mettre là parce que j'ai la sensation également que Mikanko soit pas forcément un des choix appréciés des joueurs, donc attention. Alors après, je l'ai pas forcément vu à l'œuvre depuis FNI. Peut-être que c'est un outsider caché, mais j'ai l'impression vraiment que c'est un choix qui est compliqué. Virtual World, alors Virtual World, pareil, on va le mettre là. On peut se penser pour ce bon vieux Mathieu Bricard hein, qui a récupéré son eBay et qui du coup a joué un deck avec Luster Dragon, mais bon, ça me paraît pas être le choix optimal pour affronter tous ces animaux avec des shifters. Ensuite, Dragon Link. Dragon Link, c'est pareil, on va le mettre là. Dragon Link, à travers les méta, il a énormément. Comment dire, il a énormément brillé. Aujourd'hui, c'est un deck qui est compliqué parce qu'il va se retrouver dans un environnement où, du coup, les decks qui font des boards, bah, ils font des meilleurs boards que lui. Ou alors, il va jouer contre Shifter. Donc, du coup, Dragon Link n'est pas forcément un bon outil. Et à côté de ça, bah, Dragon Link bénéficie des Branded, des Bestiales. Et les Bestiales, actuellement, ne sont pas forcément très très bons. Et donc, forcément, Dragon Link empathie un peu. Goblin Biker, je vais le mettre là parce que dès que vous en ouvrez un dans votre booster, vous aurez envie de vous pendre. Runic Sprite, Fourailleur, Runic Sprite, Evil Twin, je vais les mettre là. Je pense... Allez, on peut les mettre là si vous voulez. Je pense que ça reste des decks quand même qui ont une base, qui font des choses. Mais honnêtement, je les mettrai là. Honnêtement. Ensuite, Horus Bestial Resonator, je vais mettre ça là. Synchro Bestial Runic. Synchro Bestial Runic, c'est un deck qui est assez populaire en France. Donc du coup, j'ai envie de le mettre là. Mais c'est pas forcément le go-to entre guillemets. J'ai l'impression que si tu veux jouer Runic, potentiellement un Runic Snake Eyes serait plus intéressant. Ça reste, je pense, une des meilleures options pour les joueurs qui aiment bien Runic. Et donc à partir de là, bah, si vous connaissez pas comment ça marche, vous pouvez vous faire punir. Ça m'est notamment arrivé la première fois que j'ai joué contre avec la fusion là, qui protège la fontaine. Et du coup, ça reste une option potentiellement intéressante si vous aimez bien Runic. Sword Soul pour moi c'est un choix compliqué. Hein. Sword Soul est vraiment dépassé actuellement dans le jeu et n'a pas forcément grand chose à offrir compétitivement. Maintenant, je l'ai déjà dit, Sword Soul est pour moi le meilleur deck pour apprendre le jeu parce qu'il va vous permettre de découvrir tous les types d'invocations pratiquement et à côté de ça, commencer à essayer de faire des interactions avec l'adversaire. Ensuite, Snake Eyes Pure. Bon, Snake Eyes Pure, on va le mettre là. Alors, il faut savoir que là-dedans, entre les deux, là, j'ai pas de... Alors, j'ai une préférence, mais ça veut pas dire que c'est mieux. L'idée, c'est que les deux decks proposent des forces qui sont différentes. La force de Snake Eyes Pure, c'est qu'il a plus de free spot et il peut beaucoup plus facilement s'adapter à son environnement. La force de Snake Eyes Pure, c'est qu'il peut, s'il veut vraiment démonter Fire King Snake Eyes dû à sa présence de free spot. Mais il commence à être de plus en plus attendu, notamment suite à la victoire de l'YCS Costa Rica de la team de Pac. Et à côté de ça, il y a des cartes qui lui font très très mal, notamment quand il est go first, type Veiler Imperm, que du coup lui il n'a pas énormément d'extenders non plus. Snake Eyes Pure est très très intéressant, très très fort. Il a cet avantage que Fire King n'a pas de pouvoir jouer Baron et Charge Borel, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Et donc du coup, Snake Eyes pur, il a énormément d'options et il va beaucoup plus briller qu'en OCG. Moi personnellement, mon préféré des trois, c'est Fire King Snake Eye, mais je respecte totalement les gens qui vont avoir... En gros, voilà, Fire King Snake Eyes va avoir moins de difficultés contre tout le reste, mais par contre, contre Snake Eyes pur, ça va être compliqué. Là où Snake Eyes pur, il va avoir des difficultés contre tout le reste, il va demander une connaissance qui va être meilleure de son environnement overall, parce qu'il peut pas être rattrapé par ses extenders, mais parce qu'il a moins d'extenders simplement. Mais par contre, il va démonter Fire King Snake Eyes théoriquement, parce que ça veut pas dire que... En fait, gagner, être favorable dans un match-up, ça veut pas dire que vous allez gagner tout le temps. Et théoriquement, il a les armes normalement pour être très intéressant contre Fire King Snake Eyes. Donc à voir un peu comment ça se comporte. La grosse différence entre les deux, c'est que souvent Fire King Snake Eyes va jouer plus de hand trap que Snake Eyes. Donc du coup, Snake Eyes va avoir des cartes comme polymérisation, tout ce que vous avez vu notamment au WCQ Paris avec la victoire de Akan. Voilà, donc énormément de spells très très intéressants. Ensuite, Diable Star Rescue Ace. Alors Diable Star Rescue Ace, je vais même pas le mettre là. Je vais le mettre là, je pense. Je vais me le mettre plutôt devant Flanneris. Pourquoi je le mets là? Parce que je pense que c'est un waste. C'est-à-dire que je pense que prendre Diable Star Rescue Ace quand à la base feu, c'est absolument terrible. Parce que c'est vraiment, vraiment totalement en dessous de ça. Mais si on doit être honnête, je pense que c'est un deck qui doit être là, tu vois. Mais il n'est pas très content de la présence des board breakers, notamment potentiellement dans Snake Eyes pur. Et je dirais qu'en manche 2, il souffre énormément de choses dont il ne souffrait pas avant d'être découpé par la liste de limitation, notamment au Rage Foudroyant. Donc c'est pour ça que je le mets là. La réalité c'est que si on était honnête, il serait là. Mais on n'en voit tellement plus parce que du coup feu est plus intéressant et les joueurs qui ont Diable Star Rescue Ace, ils ont la base feu. Que du coup je vais le mettre là. Parce que du coup je considère qu'il est beaucoup moins présent que ces 4 là dans un event aujourd'hui. Yubel. Yubel, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si je le mets là ou là. Parce que Yubel a bénéficié énormément de la méconnaissance des adversaires. Et donc Yubel est un archétype qui est intéressant. Mais on en a vu qu'un en top en 2 semaines de tournoi aux États-Unis. Je pense que je vais le mettre dans choix compliqué. Je vais le mettre genre là. Pas dans le link un peu quand même. Je vais le mettre là. Je pense que Yubel a énormément de choses à offrir et il faut s'en méfier. Maintenant, ça reste pas le meilleur choix, mais si vous aimez bien comment fonctionne la mécanique, c'est un deck qui est jouable aujourd'hui. La force de Yubel, c'est le fait que la fusion puisse prendre tout un board adverse pour être posé avec une super pot ou whatever. C'est pas mauvais. Alors, je dis peut-être une coquille là, mais c'est à vérifier. J'attends vos retours dans les commentaires. Je pense que c'est plutôt. En fait, c'est un choix qui est compliqué, mais c'est un choix qui est intéressant, selon moi. Scarecrow, je vais le mettre là, j'y crois pas. Nouvelle, je vais le mettre là parce qu'il faut pas déconner. Force Machine, je vais le mettre là. Et Dark World, je vais le mettre là. Donc voilà, donc ce que je mets dans le choix compliqué, c'est que c'est des archétypes qui ont des choses à proposer, mais qui sont dans un power level vraiment inférieur à cela. Et choix impossible, c'est vraiment que j'estime que ouais, là, faut pas déconner quoi. En vrai de vrai, lui mériterait d'être là parce qu'il est pas au niveau de ces trois là. Voilà, donc ça c'est un peu mon avis sur ce qu'est la méta actuellement. Je vous invite à me partager vos ressentis. Moi c'est comme ça que je le ressens. Je peux me tromper sur certains decks. Le fait que je ne joue pas 2 fois à 3 fois par semaine fait que j'ai probablement certaines méconnaissances sur le power level, peut-être d'un ou deux decks qui sont dans la section choix compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme petite vidéo. Je trouvais ça sympa de vous partager un peu mon ressenti. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous à 16 h sur Twitch pour ceux qui ça intéresse. Au revoir.